toutes et à tous, bienvenue à ce 4e rendez-vous de Agora Chita Palais sous Droit Monde. Cette initiative qui a pour prétexte les journées internationales sur les droits humains. Et là, on est le 3 décembre, on parle de journée internationale des personnes handicapées. On va essayer de comprendre la situation des personnes handicapées en Haïti. À quel niveau est-ce que ces personnes sont intégrées? Quand on parle de personnes handicapées, on voit rapidement l'inclusion, l'intégration. On va essayer de comprendre la situation. Nous avons des invités dans le secteur pour alimenter le débat. Et pour commencer, étant donné qu'elle est secrétaire d'État aux personnes handicapées, à l'intégration des personnes handicapées, Soinette Désir, qui est très occupée à préparer cette journée du 3 décembre, elle a voulu nous parler par Zoom. La situation globale, c'est avec la secrétaire d'État. Je dois dire que la question des personnes handicapées en Haïti a évolué. Parce que là maintenant, il y a des textes de loi, et comme par exemple la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées qui a été votée en mars 2012. Il y a aussi la Convention relative aux droits des personnes handicapées qu'Haïti a ratifiée en mars 2009. Et récemment, donc, le Parlement haïtien aussi a voté la loi sur l'accessibilité à l'environnement bâti. Donc, il y a pas mal d'avancées qui ont été faites donc, sur le plan légal sur la question du handicap en Haïti. Cependant, il y a, malgré des avancées qui ont été faites dans la question du handicap, donc via ces acquis-là, il y a des défis. Il y a beaucoup de défis et ces défis-là sont nombreux, parmi lesquels il y a le défi de l'accessibilité aux environnements et aux bâtiments, etc. Mais aussi, il y a la difficulté de participation en général. Il y a aussi l'aspect économique. Mais avec tous ces défis-là, je peux dire de toutes les façons, il y a une montée aussi des associations de personnes handicapées. Ces dernières années, nous avons justement constaté qu'il y a vraiment un manifeste de participation, de création de nouvelles associations de personnes handicapées dans la société civile et parmi lesquelles il y a des associations des femmes handicapées qui sont un petit peu nouvelles pour la question de plaidoyer pour le respect des droits des personnes handicapées en Haïti. Effectivement, pour ces questions-là, nous autres, ce que nous sommes en train de faire, de toutes les façons, moi, je suis arrivée à la tête du bureau comme secrétaire d'État en mars 2020. Donc, il y a eu des avancées et en termes de continuité de l'État, et je continue à faire des programmes, à suivre des activités qui ont été là, et cependant avec des modifications aussi dans le plan d'action. Parce que nous autres, pour notre vision, et que nous sommes tenus à faire des travaux en partenariat donc avec la participation des associations des personnes handicapées et le volet aussi de renforcement de capacité, parce que c'est un défi aussi, le fait que les associations ne sont pas structurées. Et maintenant, si ce n'est pas structuré, donc c'est un petit peu compliqué pour ces associations-là donc de mener à bien leur travail. Et avec ça, pour des questions par exemple, je peux prendre un exemple qui est récent. Et bon, avec la constitution des membres du conseil électoral, donc il y a une personne handicapée qui représente la communauté des personnes handicapées. Donc, et au moins, donc ça c'est un bon point. Au moins, nous avons une personne handicapée qui représente la communauté et qui va lui-même faire ses plaidoyers pour la participation des personnes handicapées dans les élections. Pour les codes d'identité, par exemple, dans les affiches, nous avons travaillé de très près parce qu'il y a eu une rencontre avec le directeur de l'ONU et jusqu'à présent, il y a des bureaux qui ont un agent responsable donc, de produire des codes pour les personnes handicapées. Ça a été fait pour l'école Saint-Vincent, qui est à Santo. Et aussi, je tiens à signaler que
dans la fonction publique. Il y a eu un concours qui a été organisé avec l'OMRH, l'Office Management des Ressources Humaines, donc qui avait organisé ce concours de concert avec le bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc, il était question que ces personnes-là, ces lauréats-là, devraient intégrer la fonction publique. Pour le moment où je vous parle là, et là, ce sont ces 50 personnes-là, donc on a déjà placé presque 40, et le reste, on continue à faire des suivis pour que ces personnes-là puissent intégrer l'administration publique. Actuellement, ce qu'il faut, c'est multiplier les sensibilisations sur la question du handicap à travers les valeurs des droits humains. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, nous avions déjà préparé un module de formation à travers l'unité de formation et de sensibilisation du bureau. Et que ce module-là, nous allons réaliser des formations à l'intérieur des institutions privées et à l'intérieur des institutions étatiques, et ensuite continuer aussi à faire des sensibilisations à travers les médias. Donc, nous aurons sur 5 départements en Haïti des formations pour les médias. Pourquoi les médias? C'est parce que normalement, les travailleurs de la presse, les journalistes, les rédacteurs, que ce soit en ligne, et les reporters, donc pour nous autres, c'est plus facile de sensibiliser la population sur la question du handicap pour mieux faire et que les journalistes soient formés. Mais maintenant, pour mieux intégrer, le problème qu'il y a, c'est que la majorité de la population ne savent pas ou bien ne connaît pas que la personne handicapée peut produire comme toutes les personnes. Et c'est pourquoi que nous sommes tenus à continuer à mobiliser des séances de sensibilisation via les universités, les médias, donc à travers tous les secteurs. Donc pour mieux s'intégrer, c'est un petit peu ça. Soinette Désir est secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc, vous l'aurez compris, des avancées ont été constatées, mais il y a encore des défis sur le plateau avec nous ce matin pour essayer d'approfondir les défis et les avancées. Mose Darline François, qui est responsable de projets humanitaires et de développement. C'est une activiste très connue dans le domaine, d'ailleurs, pour ces différentes initiatives. Nous sommes contents de vous avoir. Vous avez entendu la secrétaire d'État. Il y a des avancées constatées. Vous, à votre niveau, vous êtes dans le domaine, mais vous êtes aussi une personne qui vit avec une déficience. Est-ce que vous avez constaté ces avancées, Mose Darline François? Bien entendu, ça fait longtemps qu'il y a plusieurs organisations qui travaillent pour l'intégration des personnes handicapées, qui font des promotions. Il y a aussi différentes organisations internationales. Il y a aussi différentes agences aussi internationales qui travaillent à l'intégration des personnes handicapées. Mais quand on considère, par exemple, la situation d'Haïti, un pays qui est difficile pour les personnes qui ne sont pas handicapées, donc c'est encore plus pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et les personnes qui vivent avec un handicap en Haïti rencontrent différentes difficultés, soit par rapport à l'accessibilité des bâtiments, soit par rapport aux structures qui ne sont pas accessibles, soit par rapport à l'accès aux soins de santé, soit par rapport à l'éducation. Donc effectivement, des avancées ont été faites. Mais il reste beaucoup à faire parce que il y a différentes lois qui existent aujourd'hui qui parlent de l'accessibilité, qui parlent de l'intégration. Mais est-ce qu'il y a un décret-loi pour vraiment forcer les acteurs à prendre en compte ces différents éléments qui ont été mentionnés dans les lois? Il y a aussi différentes promotions qui sont faites par les organisations. Mais est-ce que les acteurs sont prêts non seulement à inviter les organisations, mais aussi à prendre en compte leurs recommandations? Est-ce que aujourd'hui les bâtiments qui existent prennent en compte les normes de base d'accessibilité, alors que ça fait 1 an qu'on a une loi sur l'accessibilité? Effectivement qu'il y a des avancées, mais je pense que là, on est à un niveau où vraiment les acteurs doivent se considérer comme responsables, comme acteurs principaux de ce changement. Et là, je ne parle pas tout simplement pour les personnes handicapées, je parle aussi pour le gouvernement, je parle pour toutes les organisations internationales et aussi pour tous les citoyens haïtiens, parce que
la question d'intégration, la question d'inclusion des personnes handicapées, c'est pas une question pour une personne handicapée, c'est une question pour tout le monde, parce que quand on parle de handicap, on voit tout ce qui a rapport avec la limitation, par exemple. Et quand on a 70 ans, on a cette limitation physique. Donc, par exemple, quand un bâtiment est accessible pour une personne handicapée, c'est aussi accessible pour une personne qui a 70 ans. Donc là, vraiment, il reste beaucoup à faire, mais là, je demande vraiment l'implication des différents acteurs pour des actions spécifiques. La secrétaire d'État a parlé de renforcement, par exemple, des structures qui existent déjà dans la société civile. Donc, vous travaillez beaucoup avec ces structures. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a vraiment nécessité, qu'il y a ce besoin de renforcer ces structures? Bon, quand elle a parlé de renforcement de structures, je suppose qu'elle parle des structures locales, des organisations locales. Tout à fait. Effectivement, les membres des organisations locales, ils sont les acteurs principaux de ce changement. Ils sont les acteurs principaux des plaidoyers à l'intégration des personnes handicapées. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'organisations locales qui rencontrent beaucoup de difficultés par rapport aux ressources pour soutenir leur action de plaidoyer, qui n'ont pas d'espace, leurs voix ne sont pas prises en compte dans les différentes stratégies publiques, leurs voix ne sont pas prises en compte dans, par exemple, les planifications sanitaires. Donc, effectivement, il faut les renforcer. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, elles auraient beaucoup plus elles seraient beaucoup plus efficaces à non seulement soutenir leurs actions de plaidoyer, mais aussi à influencer vraiment très bien les activités qui se mettent en place dans le pays, que ce soit au niveau stratégique ou du moins au niveau communautaire. À travers les associations, les organisations de la société civile, il y a un travail qui est fait. Maintenant, le ton doit être donné par l'État, par les autorités. La secrétaire d'État a parlé, par exemple, de concours à la fonction publique. Donc, est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment cet effort qui est fait au niveau de l'État pour donner le ton et encourager les efforts de la société civile? Bon, en tant qu'une femme qui vit avec un handicap, en tant que citoyenne aussi, je pourrais dire qu'il reste vraiment beaucoup à faire. Parce qu'effectivement, l'État doit donner le ton, mais le ton, ça commence par non seulement pas rendre accessible, mais ça commence par vraiment la prise en compte de manière systématique les questions du handicap, les susceptibilités liées au handicap dans les différentes stratégies. Ça commence aussi par les ordres qui sont donnés. Comment est-ce que la question du handicap est traitée? Ça commence par exemple pour toutes les planifications qui sont faites en matière de risques et désastres. Comment est-ce que la question du handicap est prise en compte? Ça commence aussi par rapport aux élections. Comment est-ce que les personnes handicapées sont capables de participer? Franchement, honnêtement, en tant qu'une femme avec un handicap, je pense que sur 100, je pourrais donner 10 parce que je donne 10 parce qu'effectivement, il y a des lois qui existent, mais les mettre en application, c'est beaucoup plus important. Donc, oui, on a besoin du gouvernement et c'est effectivement au gouvernement de donner le ton pour tous les acteurs. C'est au gouvernement d'orienter les différentes organisations et toutes les actions qui existent dans la société. Donc, la nécessité maintenant de continuer à sensibiliser autour du problème et essayer d'attirer plus l'attention. Sensibiliser, oui, mais prendre action, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a différentes organisations locales qui font des sensibilisations, qui font des activités de plaidoyer. Il y a différentes sessions de formation, de forums sur, par exemple, les différents articles de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Mais maintenant, qu'est-ce qui entend ces différentes recommandations? Qui est-ce qui les entend? Est-ce que l'État les prend en compte? Est-ce que les acteurs au niveau stratégique, est-ce qu'ils les prennent en compte? Donc, sensibilisation, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça va nous amener à un changement de mentalité, à un changement de perception. Ça, on en a besoin parce que si on n'est pas conscient qu'on vit avec des gens qui sont différents de nous ou qui ont besoin de support spécifique, qui ont des besoins spécifiques, c'est sûr qu'à notre niveau, on ne va pas pouvoir aménager ou du moins prendre en compte des éléments spécifiques pour eux dans notre planification. Les sensibilisations sont bonnes, mais il y a aussi la prise des actions qui est encore plus importante. Alors, vous vivez avec un handicap, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Allons voir pour votre intégration. Comment est-ce que la société vous voit aujourd'hui? Dites-nous un petit peu plus de votre parcours pour arriver aujourd'hui à ce niveau. Bon, je peux parler de mon parcours, mais parler de comment la société me voit,
je pense que je vais le laisser. Pourquoi? Parce que ça va revenir vers toi. Comment est-ce que toi, tu me vois en tant que citoyen qui ne vit pas avec un handicap? Donc, mon parcours, ça a été plutôt difficile. Je ne vais pas dire très difficile, mais plutôt difficile. Pourquoi? Parce que j'ai eu des parents qui m'ont soutenu depuis mon enfance. Je suis née avec une déformation physique. Et dès mon enfance, mes parents m'ont soutenu, m'ont envoyé à l'école. J'ai eu accès à de meilleures universités. Et aussi, c'était plus ou moins facile pour moi d'intégrer des organisations et pour commencer ma carrière professionnelle. Donc, je ne vais pas dire que je ne rencontre pas de difficultés. Je rencontre beaucoup de difficultés, surtout par rapport à l'accessibilité. Mais par rapport à la perception des gens, c'est un peu différent. Pourquoi? Je me dis que la perception des gens dépend aussi de ce que la personne handicapée projette aussi. Moi, je n'ai pas vraiment rencontré des gens qui m'ont discriminé. Ça peut arriver que dans leur tête, ils disent des choses. Bon, ça m'arrive pas. Mais me le dire directement, ça m'est pas arrivé. Je ne sais pas si c'est par rapport à la manière dont je me suis projetée dans la société. Donc, je ne peux pas dire que des gens m'ont discriminé. Ça, c'est votre situation. Et donc là, je vais rebondir. Vous pensez que les personnes qui vivent avec un handicap devraient d'abord se valoriser afin de mieux supporter la perception des autres? C'est oui et non. C'est oui et non. Pourquoi? Parce que, effectivement, la personne doit d'abord se valoriser pour se faire valoriser par les autres. Mais pour que toi-même, tu te valorises, tu as besoin des accompagnements. Ce que j'ai eu et que d'autres personnes handicapées n'ont pas. Donc, comment est-ce qu'on leur demande de se valoriser pendant que ce sont des personnes qui sont laissées en arrière-plan, ce sont des personnes qui sont rejetées, ce sont des personnes qui n'ont pas eu accès à l'éducation, ce sont des personnes qui n'ont pas eu le support de leurs parents? C'est un peu difficile de leur dire. Je pense que la situation de chaque personne est différente, dépendamment de la réalité personnelle de la personne, mais aussi dépendamment de l'environnement auquel cette personne vit. Donc là, maintenant, la question pour terminer cette séquence, c'est comment gérer tout ça, si c'est aussi difficile? Comment gérer tout ça? C'est que chaque acteur prend ses responsabilités. Donc, une personne est née avec un handicap, ou du moins une personne est devenue handicapée. Donc, cette personne a besoin d'un support. Et le premier support doit venir des parents de cette personne. Parce que la plupart de ses proches, de son environnement immédiat, parce que la plupart du temps, les parents ont tendance à dire que si moun c'est bien malheureux. Donc, étant donné que cet enfant est né avec un handicap, il va pas faire rien pour moi. Donc, à ce moment-là, ils vont pas soutenir cet enfant. Donc, ils doivent savoir que l'éducation, le support de la personne doit venir d'eux-mêmes. Et après, il y a tous les aspects sociétaux aussi. Et l'environnement, la société doit savoir que, OK, il y a une personne qui vit avec un handicap. On a, par exemple, si on a ma main, il y a 5 doigts, les 5 doigts sont différents. Donc la diversité existe. Il faut juste savoir que avec la diversité, il faut savoir vivre et aussi pour avoir des changements qui sont plus durables, des changements qui sont inclusifs. Donc là, c'est vraiment, on a besoin du support de tous les acteurs, non seulement des parents, mais des membres du gouvernement, de la société immédiate de la personne et aussi des différents acteurs. Donc on revient à l'intégration et à l'inclusion. Mose Darline François, merci d'avoir été avec nous. Merci. On va sur le terrain maintenant avec CBM et handicap et culture. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se fait sur le terrain pour les personnes handicapées. Agora Chita Palais sous Douarmoune, 4e rendez-vous, initiative supportée par l'Union européenne, où l'on prend comme prétexte les journées internationales sur les droits humains. Aujourd'hui, on est sur les droits des personnes handicapées. On est 3 décembre sur le terrain. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner les personnes handicapées? Des initiatives, par exemple, dans la culture, des initiatives pour supporter les associations. C'est le cas notamment de CBM. Avec nous, la directrice pays de CBM, Valérie Destin, mais aussi Johnny Zéphirin, qui est coordonnateur de production Théâtre Tout Partout, mais directeur artistique de l'événement Handicap et Culture. Je commence avec Valérie Destin. Vous avez des centres que vous appelez des centres pour inclusion. L'idée est venue comment?
Bon, l'idée est venue suite à une étude qui a été faite sur le terrain où on a pu constater que les personnes en situation de handicap n'ont pas accès à des centres de ressources. Il n'y a pas un endroit bien spécifique où ils peuvent aller, où il y a des matériels adaptés à leur spécificité. Donc voilà pourquoi l'idée est venue de créer des centres. D'où on a la création de 3 centres pour inclusion dans 3 départements différents, l'Ouest, le Centre et l'Artibonite, où nous avons des centres, comme je vous dis, qui sont équipés de matériel adapté et qui sont ouverts du lundi au vendredi pour les personnes handicapées où ils peuvent venir utiliser l'espace à toute fin. Justement, quels sont les services que vous offrez? C'est pas forcément des services que nous offrons. Déjà, c'est l'espace, c'est-à-dire l'espace est là pour vous. Les associations de personnes handicapées peuvent utiliser les espaces pour des rencontres, pour des formations, et nous offrons aussi des formations et ponctuelles. Ça dépend de la demande. Il y a des fois, on fait des formations sur comment gérer un projet, comment monter un projet, formations sur le leadership, comment accompagner, je peux dire, la population. Parce que nous voulons que c'est les personnes handicapées qui portent leur message, voilà. Donc, on a cette approche-là. Donc, avec cette approche, ces organisations viennent dans les centres et on leur donne les appuis dépendamment de l'assessment qu'on fait par organisation. Chaque besoin est différent. Donc, on monte, je peux dire, l'accompagnement dépendamment du besoin qu'on a identifié dans cette organisation. Quand vous parlez de matériel adapté, on parle de quoi là? Chose simple, par exemple, une imprimante braille. Par exemple, quelqu'un qui est aveugle doit avoir, par exemple, veut traduire ses documents en braille. On peut les offrir ce service aussi à un prix réduit, par exemple. Maintenant, vous avez les centres qui fonctionnent dans 3 départements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'impact, en termes de bilan, en termes de résultats? Pour aller plus vite, je peux vous dire, par exemple, l'année dernière, c'était pour la première fois qu'on avait 3 étudiants sourds qui ont été au baccalauréat et qui ont réussi. Et c'est à cause de c'est justement grâce à ces centres, ils ont pu justement trouver l'appui, le support, l'accompagnement adapté pour eux. Et voilà, maintenant on peut dire que ces étudiants-là, 3 étudiants ont réussi aux examens de fin d'année et maintenant ils sont à l'université. Ce sont des projets financés par l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il y a une durée? Ce projet a débuté en 2016 et vient prendre fin en 2020. Par contre, on a produit, je peux dire, un document d'accompagnement avec le BCEF, le Bureau du secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, parce que ces centres sont logés dans les sous-bureaux du BCEF, justement pour garantir cette pérennité derrière, le suivi derrière. Donc, c'est le BCEF maintenant qui gère, je peux dire, ces centres directement. Ok, j'allais vous demander justement la collaboration avec l'État et avec le Bureau du secrétaire d'État. Et donc, s'il n'y a plus de financement de votre côté, donc le BCEF peut continuer avec cette initiative. Le projet a été monté de manière où la dernière année de ce projet, c'était justement de garantir cette passation. C'est-à-dire, ce plan a été développé et maintenant en exécution par le BCEF et qui prend en compte justement cette partie, parce que les centres ont besoin du financement pour fonctionner. Donc là, par exemple, je vous dis, il y a des imprimantes en braille, par exemple, les jeunes viennent et donnent des frais pour payer, pour utiliser le centre, pour avoir accès à ce genre de service. Donc ça fait partie du plan, je peux dire, d'accompagnement. Donc le BCEF est en mesure maintenant de continuer de garantir le suivi derrière. De l'autre côté, j'ai Johnny Zéphirin. Encore une initiative noble, c'est permettre aux personnes handicapées de pouvoir exploiter leurs talents. Ça se passe à travers l'art notamment. Il y a un événement, c'est Handicap et Culture, que la production Théâtre Tout Partout produit. L'objectif derrière cette initiative, Johnny Zéphirin? Eh bien, l'objectif, c'est de créer un espace d'expression artistique et d'échange culturel et international, bien entendu, pour des jeunes en situation de handicap et non handicapés. Okay. Parce que là, on favorise la rencontre entre artistes, d'abord entre artistes en situation de handicap et artistes non handicapés en Haïti comme à l'étranger. Donc, la quinzaine internationale handicap et culture est un festival inclusif et qu'on organise chaque année. Et puis, on fait venir des artistes étrangers et on fait aussi voyager nos artistes en France, de d'autres pays, comme on l'avait fait pour Cindy Pierre-Louis et d'autres artistes. Donc voilà, c'est un espace d'expression artistique, comme je vous ai dit. Et on met beaucoup d'accent sur l'échange culturel. C'est très important. Et parce que ça aussi donne la possibilité
et à nos artistes de les exprimer, de proposer, de rencontrer aussi d'autres personnes. Donc, voilà. Vous mettez face à face des personnes en situation de handicap et d'autres personnes non handicapées. Comment est la collaboration? Comment est-ce que cela se passe? C'est une belle expérience. Moi, j'ai beaucoup appris. Parce que, imaginez déjà dans un spectacle, une femme sourde qui joue avec des comédiens qui ne sont pas dans sa situation. Et on est obligé d'intégrer un interprète en langue des signes dans ce spectacle aussi. Donc, c'est vraiment, étant donné qu'on travaille sur l'art contemporain, beaucoup cette année, ça nous donne la possibilité d'explorer l'univers du handicap. Imaginez aussi qu'on travaille aussi sur le braille. Et on transcrit des textes poétiques de Guy Junior Régis, d'auteur français aussi. Bon, lui, il est dramaturge haïtien. On les transcrit ces textes et on donne à des non-voyants, des artistes non-voyants, et ces textes, et ils interprètent. Donc là, du coup, ça dit beaucoup pour nous parce que c'est une nouvelle expérience. Donc on apprend aussi l'échange culturel est fait. Et la personne qui interprète le texte poétique ou théâtral, et du coup, elle apprend. Donc, pour moi, c'est un univers à explorer. Tout à fait. L'univers du handicap, c'est vaste. Pour nous, les artistes, c'est vraiment... C'est montrer à ces personnes en situation de handicap qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Elles peuvent exploiter tout leur potentiel. Tout à fait, mais aussi, ça a un impact positif sur l'artiste qui n'est pas handicapé. Parce que pour lui, c'est une recherche. Donc, c'est vraiment... donc, pour moi, le handicap est complexe. c'est vraiment trouver à chaque artiste porte en lui quelque chose de nouveau, de beau. Par exemple, en voyant Cindy Pierre-Louis qui joue, c'est une comédienne non-voyante et vous aurez l'occasion de l'assister aussi ce 3 décembre à Yanvalou, dont on va en parler. En l'assistant, on se dit, mais est-ce qu'elle est vraiment non-voyante? Parce qu'elle maîtrise son espace. Vous voyez, elle joue, et c'est vraiment, elle dépasse beaucoup de choses, des limitations. Moi, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Mais maintenant, je présume qu'il y a aussi des difficultés à travailler avec des personnes en situation de handicap et à chacun sa déficience. Donc, la difficulté. Eh bien, d'abord, il faut comprendre la personne. C'est-à-dire que en travaillant avec la personne, on peut la stigmatiser aussi. C'est vraiment une méthode, il faut observer, il faut apprendre, il faut lire aussi sur la question du handicap. Moi, j'ai fait une recherche pour mon travail de mémoire, distance, donc ça m'a permis un peu de comprendre aussi, mais c'est l'observation. Parce qu'une personne avec un handicap moteur, on ne va pas l'approcher de la même manière qu'une personne avec un handicap sensoriel. C'est vraiment différent. Donc, à ce moment-là, les exercices qu'on va faire, il faut tenir compte de ces deux aspects. Donc, Cindy, bon, je ne peux pas, Cindy, il y a d'autres jeunes non-voyants qu'on travaille avec eux. Quand nous, les artistes, nous travaillons avec eux, par exemple, les non-voyants, bon, à un certain moment, je leur demande de me toucher. Moi, je joue et elles me touchent. Faut voir et je les explique, mais c'est surtout le toucher. Ils me touchent et voient tout ce que je fais un peu. Oui, mais elle ne va pas copier ce que je fais. Donc, il faut laisser aussi à l'artiste de s'exprimer de par soi-même, de par lui-même. Donc, comment lui, il sent la chose, il sent vraiment son travail. Mais on donne un canevas, on l'explique, voilà ce que tu fais, et tu me touches, tu vois comment est mon corps, tu vois mon expression, tout et tout. Et toi, tu as ta manière à faire ça. Donc, c'est vraiment une méthode qu'on apprend aussi en travaillant avec eux. Parce que eux aussi, ils nous apprennent. C'est ça, c'est ce qui est intéressant. C'est un apprentissage mutuel, je veux dire. C'est ça. Maintenant, je reviens vers Valérie Destin. Et comment a été la demande? Est-ce que vraiment les associations dans les différents départements comprennent l'importance des centres et en profitent réellement? En effet. On a un registre de fréquences assez élevé, assez intéressante. Donc, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont reconnaissants de que ces centres existent aussi. C'est la première fois qu'ils font face à ce genre de centres qui sont vraiment là pour eux. Ils se retrouvent dans ces centres, ils se sentent chez eux, ils se sentent, et comment dirais-je, c'est pour la première fois qu'il y a un espace qui soit dédié juste pour eux. Donc, c'est vraiment intéressant. Et jusqu'à présent, ils continuent à fréquenter les centres, même après le projet. Donc là, on peut dire que oui, il y a certains aussi qui ont bénéficié de financement aussi à travers ce projet aussi.
en fréquentant ces centres, qui ont mis sur pied des petits projets et génératrices de revenus dans leur zone et qui leur permettent aussi de continuer d'évoluer. C'est à travers ces centres qu'ils ont eu cette opportunité. C'est la première fois. La secrétaire Soannette Désir a parlé de renforcement de capacités pour les associations et c'est aussi ce que vous faites à travers ces centres. Donc, on parle de 3 départements et un centre par département. Est-ce une initiative qui devrait être dupliquée selon vous? En effet. Donc justement, CBM, la Christian Bible Mission, nous avons continué aussi. Parallèlement à ce projet qui est financé par l'Union européenne, nous avons un 4e qui est basé dans le sud et c'est suite au succès de ce dernier-là que nous avons jugé nécessaire de continuer. Et on est en pourparlers maintenant avec l'Union européenne pour voir comment justement faire la phase 2 et pourquoi pas avoir 10 départements, 10 centres. C'est l'objectif. Bien. Et là, ce soir, à Yanvalo, pour ceux qui regardent et qui voudraient comprendre plus ou moins ce que font ces personnes en situation de handicap, ce que vous faites avec eux, on a un rendez-vous ce 3 décembre. Oui, et vous aurez l'occasion d'assister d'abord à une exposition. C'est une journée d'activité qu'on baptise Éveil. Et dans cette journée, il y a une exposition des œuvres de sculpture, de peinture réalisées dans le cadre de la quinzaine et en octobre, qui s'est tenue du 1er au 15 octobre 2020. Et ces sculptures, on va les exposer. Et c'est des jeunes non-voyants qui les font. Et c'est des têtes, ces super belles sculptures que vous allez voir. Et ils ont travaillé avec un sculpteur très talentueux qui s'appelle Woodley Kaimit. Et donc, on va exposer ces œuvres. Aussi, il y a des tableaux, des peintures qu'on a réalisées avec des femmes sourdes dans le cadre de ce festival. Et on va les exposer aussi pour le grand public. À partir de 11h à 2h, l'exposition. Mais de 2h à 3h30, c'est les performances. Vous aurez des spectacles de contes et musique avec Cindy Pierre-Louis. Et vous aurez aussi une performance en lecture poétique en braille et avec des artistes. Et non en situation de handicap, mais vous allez voir, je ne veux pas tout dire, parce que là, c'est des personnes qui... ils ont appris le braille en atelier par Cindy et Jonas Lamarck. C'est un comédien malvoyant, une comédienne non-voyante. Donc, ils ont animé un atelier d'écriture poétique braille. Ils ont appris le braille aux artistes, danseurs et comédiens non en situation de handicap visuel. Pour vivre cette expérience, et j'ai créé un spectacle qui s'appelle État cynique. Et de Guy Junior-Régis, c'est le texte, c'est un recueil de poésie qu'on a transcrit en braille. Et puis, on a mis en scène ce spectacle. Et vous aurez l'occasion ce soir même d'assister à ce spectacle, ce 3 décembre. Donc, c'est une journée d'activité culturelle, artistique, et exposition et performance. Extraordinaire, il faut vraiment aller voir ça pour comprendre l'ampleur du travail, mais aussi ce que peuvent ces personnes qui sont en situation de handicap, ces personnes qui exigent encore leur intégration et leur inclusion. Mais voilà, on va mettre fin à cette séquence de retour, on va essayer de comprendre le rôle de la société dans cette lutte pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Valérie Destin, merci. Johnny Zéphirin, merci. Merci. Nous sommes sur le droit des personnes handicapées. 3 décembre, vous le savez, rendez-vous Yanvalo pour cet événement handicap et culture. Et je dois aussi vous annoncer qu'il y aura une vidéo making-of de cette activité pour comprendre les coulisses de cette activité. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de la délégation de l'Union européenne. On revient à parler sur les droits des personnes handicapées avec 2 autres invités. Waina Moïse du Centre Muse Haïti et Yolande qui est journaliste rédactrice. On va essayer de comprendre comment progresse la société dans sa communication par rapport aux personnes handicapées. Waina Moïse, vous êtes du Centre Muse Haïti qui travaille sur un projet de plaidoyer pour la participation des jeunes à la démocratie, un projet qu'on connaît ici à Agoura puisqu'il a été lancé lors du premier rendez-vous de Agoura. Vous êtes allé à la rencontre des personnes handicapées. D'abord, je vais voir pourquoi ce choix. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez trouvé lors de ces échanges? Le Centre Muse Haïti est une organisation créée en 2019. C'est une organisation à but non lucratif et cette organisation, c'est une organisation socio-culturelle qui évolue dans le sphère d'activité comme le développement des programmes liés au développement durable, des programmes artistiques et aussi on est de la promotion, de la démocratie chez les jeunes en Haïti. Justement, c'est dans le cadre de promotion de la démocratie, ça a mené plaidoyer pour la participation des jeunes à la démocratie. Globalement, nous touchons
toute catégorie de jeunes. Et ça qui intéresse nous aujourd'hui, c'est décision ça pour nous aller vers des jeunes qui vivent en situation de handicap. L'idée première là, c'était qui ça, des décisions ça? Oui, dans un premier temps, c'était de comprendre et de comprendre et d'apporter leurs revendications, de savoir ce qui se passe, leurs problèmes au quotidien, et ensuite amener ces revendications-là au niveau des dirigeants, au niveau des décideurs. C'est ça. Maintenant, ça nous joint concrètement. Partagez avec nous le noir, les verts, catégorie, ça, justement, qu'on a plaidé pour intégration et inclusion aujourd'hui, ça vous demande eux-mêmes, concrètement. OK. Ils veulent vacuer à leurs activités. Ils veulent vacuer à leurs activités quotidiennes. Alors, ils ont mis l'accent sur le système éducatif en Haïti. Parce que ils ont dit que dans le contexte qui gagne en Haïti et que surtout dans centre côté et l'école arrive dans 9e année, donc yo pas gain accès à franchir une autre étape, par exemple fait 3e secondaire et qui plus est avoir un métier professionnel. Donc au niveau du centre Muse, comment peut-on parler de la démocratie? Comment peut-on parler de la démocratie en Haïti s'il y a une catégorie qui n'a pas accès à l'éducation? OK? Le système éducatif même en Haïti, li pas permettre yo comme si rive plus loin dans société. Donc le système n'a pas encouragé l'inclusion, on a demandé la journée aujourd'hui. Exactement. Donc une vidéo que Centre Muse produit justement pour nous essayer de comprendre la situation, n'a permettre que ou même qu'à regarder avec nous, qu'à regarder vidéo ça, ou mieux comprendre le travail Centre Muse et aussi qui ça y a cherché concrètement. Salut, on m'appelle Jean-Léonard et mon nom de signe est JL. Tout le pays me regarde actuellement et ce moment doit être important. Les institutions ne sont pas adaptées aux sourds en Haïti. Certains parmi nous vont à l'école, mais d'autres, ils restent chez eux. Ils ne trouvent pas d'emploi cependant. Parmi ceux ou celles qui vont à l'école, seulement une minorité en trouve. En plus, il n'existe pas beaucoup d'écoles pour nous, seulement l'Institut Montfort et le Centre Saint-Vincent. Donc, pour soutenir les sourds, il faudrait que, à travers les institutions, on prenne en charge le besoin de communiquer des personnes sourdes. Il faudrait qu'il existe également plus d'écoles appropriées aux sourds et il faut qu'on pense à construire également des lycées pour eux. Voilà donc nous avons avec nous Waina Moïse et Yolande, journaliste rédactrice, on l'avait dit, et ou écrit sur problème mon handicapé. Est-ce que constat c'est qui ça lié? La presse pas intéressée assez à catégorie ça, Yolande? Bien au contraire, la presse corée catégorie ça en pile. Et si c'est pas de travail presse là, gens presse à courir mon handicapé yo, m'ka di gen en pile avancé qui fait pour yo non et pour yo au niveau intégration yo avancer ça ou pas ta privé fait. Et ça nous capable dit nous capable plus recommander peut-être et presse là pas trop connaît ou bien pas d'information assez qui fait pour monde qui a écrit ou bien qui travaille ou bien pour monde qui veut intéresser avec catégorie ça qui dans domaine presta. Peut-être ces problèmes ça seulement capable signaler mais presta pour te main forte assez pour catégorie monde ça yo on capable dire c'est presta supporter et le poter yo Secrétaire son désir, il parlait de formation qu'a faite pour les médias, pour les journalistes, parce que justement, il estimait nécessité pour que les journalistes soient formés, pour qu'on ait mieux qui ça y a dit, il a parlé de monde qui est en situation de handicap. Maintenant, regarder avancer ou son monde qui vit avec un handicap, ou regarder avancer ou regarder défi soit dit tout, nous plus près que nous plus loin, et notamment par rapport à l'implication société et Yolande. Bon. M'pa di ni nous près, m'pa ka di ni nous loin tout. Mais nous faisons un bon parcours dans route là.
comparativement à l'agence ATE autrefois. Ils ont bénéficié d'un cadre légal, qui c'est loi 13 mars là. Bien que cadre légal ça existait, il y a tant d'autres conventions aussi qui signaient, qui pour aider et intégrer mon handicapé. Mais nous avons pile qui pour faire. Parmi ça qui était pour nous faire, nous connaissons c'est vrai loi là, convention là, mais implémentation application c'est eux même qui pique au défi. Yo fait ensemble de provisions, il y a ensemble de provisions qui la donnent. Application yo vraiment s'il te fait une série de problèmes, nous pas même besoin d'évoquer parler de accessibilité, intégration mon handicapé, nous pas besoin parler de si loi ça a été vraiment appliquée. Prenons par exemple du quota d'embauche pour les personnes handicapées. Dans l'article 44, je crois, de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, et cet article prévoit un quota pour les personnes handicapées au sein de chaque institution, publique ou privée. Il faut qu'il y ait 1 ou 2 à 3 personnes handicapées, dépendamment du nombre de personnel qu'il y a au sein de cette institution-là. Mais, législateur sous papier, il n'est pas vraiment réel. Juste sous papier. Mais maintenant, le secrétaire d'État Sonet Désir parlait de il faut qu'à fait dans la fonction publique là par exemple, il parlait de concours qui fait pour recruter des gens qui ont une situation de handicap, peut-être pour qu'à répondre à quota ça. Bien oui, c'est un concours qui était organisé, c'est bien. Mais le problème qui se pose, concours ça a plus que 2 ans, on a dit depuis le fait. Il y a un concours, il y a un recrutement qui a fait qui a plus que 2 ans. Là, où il y a un problème qui est posé. Il y a un concours, si concours a fait une fête après 3 mois ou plus tard, je pense que les gens ont intégré sans problème. Concours a fait une fête, résultat pour un nombre de temps, et pour les gens considérés comme les gens qui sont handicapés, pour jouer une intégration, c'est un pile péripétie. Alors, les gens qui étaient retenus après le concours? Oui, les gens qui étaient réussi, les lauréats. C'est un pile effort que vous conjuguez pour quelqu'un qui a commencé à intégrer. Même intégration pour qu'on finisse effective vraiment. Bon nombre dans dehors. Et pour te briver, prendre quelqu'un, c'est un pile mouvement qui est fait. Vous êtes même arrivé prendre la rue, bloquer la rue, capable de dire, l'autre fois encore, c'est presque ça qui est porté. L'autre fois encore, c'est presque ça qui est épaulé, qui te permet que vous te joignent, commencer à jouer une satisfaction. Qui sa difficulté ou par son concours, ou lauréat, et ou t'as supposé gagner l'autre nomination, affectation, ou le travail. Exactement. Pour le moment, je suis capable de dire, après un pile de matchs qui ont été faits, ils ont regroupé ensemble, ils ont fait un pile de matchs, ils ont écrit des instances, ils ont écrit la primature, la présidence, ils ont écrit, et bien quoi, même au PC aussi, protection des citoyens, ils ont écrit, ils ont écrit BCF aussi pour t'accompagner dans le dossier ça, ils ont soumettre plusieurs d'autres, ils soumettent lettre aussi avec OMRH. Il y a plusieurs rencontres qui fait sous dossier ça. Pour voir si tu as avancé. Donc, qui avance qui fait, c'est vrai après mettre tentative ça yo, initiative ça yo, que on prend pour capable jouer un résultat, pour voir si on t'a intégré parce que on senti envie de dormir dehors. Effectivement, c'était le cas. Yo t'a dormi dehors si on pas te mettre pied à terre, comme ils le disent toujours. Faut mettre pied nous à terre pour voir si l'État apprend nous. L'État fait comme quoi, c'est vrai, on dirait l'État a envie de quitter, c'est qu'on a besoin de faire la baille vague. Mais c'est eux-mêmes qui a persisté, comme 30 ans et demi, ensemble de démarches qui ont été entreprendre. Pendant qu'on fait toutes les démarches, bon, pression faite, la presse commence à courir dans ça, dans demande qui sont des demandes qui illégales, qui normal, c'est pas faveur qu'il a fait, c'est en fonction de compétences, de capacités, ils ont passé un concours. Donc, ça, on mérite, on supposé joindre. Est-ce que difficulté à venir par le fait que institutions qui ont supposé travailler là-dedans, ou pas répondre pour recevoir, pas gagner accessibilité, pas aménager espace pour eux, ou bien pas une volonté réelle pour embaucher, on a essayé de comprendre. Bon, je ne peux pas dire pas une volonté réelle. Et je ne peux pas dire tout si c'est accessibilité que pas gagné. Si l'État prend l'initiative pour faire un concours, s'il gagne 2 ans, je pense que si était. Est-ce que je peux dire si il y a une volonté réelle vraiment, il y a faire le nécessaire.
là nous parler de moun handicapé, le plus souvent c'est pas handicap là c'est obstacle qu'on mette devant moun qui vient handicap là. Ou même Jean Yam ka rend nous handicapé. Par rapport avec obstacle que me placer devant eux. Certainement c'est vrai, ce sont des gens qui vivent avec des handicaps mais qui travaillent, qui ont des compétences. C'est en fonction de compétences que tu recruté. Donc, ils ont passé un concours, ils ont supposé recevoir ça qui revient de droit. Donc, nécessité qu'on y a pour la société et la presse, notamment, tu capable d'engager derrière Mounsayo pour joindre l'intégration effective. Exactement. La presse fait, mais pendant fait depuis nous font laisser passer, nous quitter temps passé, ne pas parler de ça, ben oublier nous encore. Justement. Donc Génan qui joue lettre nomination, Génan qui joue lettre nomination, mais qui en pilote qui peut qu'on joindre. Et c'est une équipe environ cinquantaine. Imagine aussi qu'il y a 20-25 qui joignent. Et collaboration 50 monde te gagnant, c'est pas les gain, c'est 25 qui étaient dehors. Chaque gang qui jeune il sorti donc lutte là il a diminué. Wayna Moïse m'a tourné sous et ou s'attendait et ça qui a passé comme réalité pour une série de monde qui a compétences qui gagne un concours mais qui pas réussi intégrer travail de plaidoirie ça que n'a fait je ne dis côté n'a mené. OK, travail plaidoirie ça c'est ça fait on choisi toute catégorie jeune là-dedans, que ce soit moun qui a mobilité réduite, que ce soit travailleurs de sexe aussi, que ce soit moun qui dans centre pour réinsérer dans la société. Donc, travail ça, là nous fin prend toute préoccupation, yo tout problème que yo gagné qui même gens ensemble avec nous-mêmes et beaucoup plus complexe tout. Donc c'est porté bon côté dirigeant bon côté l'état bon côté monde qui pour décider là que y a prend décision et que nous même nous certains au niveau centre muse que nous participer nous charrier revendication ça pour pas prendre décision sans que voyons sans que ça yo à vivre au quotidien pas passer. C'est une initiative qui arrive à pic puisqu'on parle de nouvelle constitution dans le pays donc c'est peut-être le moment d'insérer tout ça d'apporter tout ça aux autorités. Wayna Moïse, merci. Yolande, c'était un plaisir. Voilà donc pour un dernier mot. Oui. Allez-y. OK, merci. C'est concernant le dossier de l'OMRH. Je pense que l'État ici a pas responsabilité. Demande la formuler. Oui, je pense que la responsabilité dans le dossier ça et reste et lauréat qui peut rejoindre lettre nomination et lettre d'affectation il a fait ça au plus vite que possible pour rejoindre parce que ça prend plus que 2 ans depuis au passé un concours et pour rejoindre lettre affectation, l'aide domination pour qu'on joigne toujours. Voilà. Merci Yolande. L'État doit donner le ton. Justement, c'est avec cette phrase qu'on va mettre fin à ce 4e rendez-vous de Agora à Chita Palais sous Douamoun. Merci d'avoir été avec nous. L'Union européenne a supporté cette initiative. Les journées internationales sont prises comme prétexte. Donc, vous êtes avec nous. Merci de continuer à suivre les rendez-vous de Agora Chita Palais sous Douamoun.